I think by 20, if you say like 2040, probably there are more humanoid robots than there are people. So anywhere So to I'd 10 say- billion. Yeah. Yes. Est-ce que vous avez pas l'impression des fois de vivre dans une dystopie de science-fiction, mais vraiment nulle? Oh no! This is a robot security guard that committed suicide. On est là, à longueur d'articles, d'annonces, de présentations, de bouquins. Ah mais ça y est, c'est le futur. La réalité a rattrapé la science-fiction. On vit vraiment dans Black Mirror, Terminator, Star Trek. Le cyberpunk avait tout prédit. Et c'est vrai, surtout avec la domination des méga corporations de la tech, on est chaque jour plus baigné dans la concrétisation, ou plutôt les promesses imminentes de concrétisation de ces imaginaires. Des métavers, des IA, des projets de colonisation spatiale, et maintenant, depuis quelque temps, vous avez dû voir ça, c'est les robots. Et pourtant, petite déception quand même, non? Tout a l'air un peu pourri, quoi. Pas juste le monde qui part en couille, hein. Même ces espèces de fantasmes qui se réalisent, il y a quelque chose qui cloche. Ça sent la douille. That's too bad. I don't know what happened. Regardez, juste les robots de Musk là, qui jurent qu'on en aura 10 milliards d'ici 15 ans, comme il nous promet l'intelligence artificielle générale pour demain, comme il promet tous les 4 matins depuis 15 ans l'envoi d'humains sur Mars, ou comme il promettait 0 cas de Covid aux USA d'ici fin avril 2020. Non. Alors il les a appelés Optimus, parce que oui, ça va être Transformers, mais en vrai. Alors il nous les a annoncés avec un type en costume qui faisait assez mal en plus la danse du robot, et puis par des défilés et des démonstrations où ils se sont révélés pilotés à distance. Non mais regardez-moi ça là, c'est une des toutes dernières fois, on voit le robot faire le geste d'enlever le casque, parce que le pilote l'a pas déconnecté avant. Tout ça pour servir des coupettes à des tech bros matrixés qui rêvent d'un C3PO à la maison. On nage en pleine science-fiction, comme on dit, mais où sont les voitures volantes? Où sont les sabres laser, les stations orbitales, les bases martiennes? Où sont les gangs de punk à mohawk, flashy et bras bioniques, fusant à moto sous les néons de mégalopoles sans fin? Où y sont les C3PO, les Air Daniel Olivao et les robots tueurs implacables prêts à nous anéantir? En bref, force est de constater qu'on a la dystopie, avec ces méga-corporations de la tech, les guerres sans fin, les drones boostés à l'IA, la surveillance généralisée, les polices surmilitarisées, la loi de la jungle urbaine, les médias de propagande privés, la planète foutue et les institutions publiques finito. La dystopie donc, sans les trucs cool. Comme si on vivait dans la version la plus nulle du futur, un genre de science-fiction discount. Cette impression générale, c'est le sujet de ce livre. Et non, pas de partenariat commercial aujourd'hui, parce que c'est mon livre, Kojipunk, sorti le 16 avril aux éditions Au Diable Vauvert. Vous pouvez évidemment le choper ou le commander chez vos libraires préférés, ou dans des grosses chaînes, et même chez des méga corporations de vente en ligne si ça vous chante. Ce serait mieux de soutenir les librairies, mais bon, personne va vous fliquer. Vous voyez ça comme un genre d'auto-placement de produit qui soutient la chaîne, mais bref, là, dans cette vidéo, on va explorer plus en profondeur un aspect en particulier de notre dystopie nulle, c'est putain de robots humanoïdes, les androïdes comme on dit. Parce que là, depuis que je l'ai écrit le livre, ça n'arrête pas. Et en plus, c'est une illustration parfaite d'un certain nombre de problèmes qui dépassent largement cette nouvelle tendance de la tech, qui touche autant à notre rapport à nos imaginaires, en particulier la science-fiction, qu'à la marche tout à fait concrète du monde et à ce que l'avenir nous réserve. Parce qu'en soi, on pourrait se dire que c'est encore en train de se faire, que les progrès sont fulgurants, ce qui est tout à fait vrai, et qu'à ce rythme, on fonce vers le futur. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et sinon, qu'est-ce que ça cache?
Et attention, hein, je suis pas là pour vous dire que c'est à prendre très au sérieux, ni parce qu'on risquerait de créer des êtres artificiels conscients qui vont bouleverser notre vision de l'humanité, ni parce que ça serait la pire idée dans la longue et triste histoire des mauvaises idées, qu'on joue au con parce que ça va être le soulèvement des machines, l'apocalypse, ils vont tous nous tuer, l'ASF nous avait pourtant prévenus. Je pense que c'est même pas vraiment ça l'enjeu. Et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Pour ça, il va falloir qu'on enfile d'autres lunettes que celles que la SF et la pop culture en général, mais aussi le marketing, la pub, la com, nous ont habitués à porter. Ou plus précisément, nous ont habitués à ce qu'on n'en porte pas. Pour commencer, est-ce que vous vous souvenez de Sophia ? It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech. Si vous êtes passé à côté de ça il y a une dizaine d'années, vous avez peut-être vu ces grimaces sur des reaction pics ou des compiles d'images cursed. Sophia, c'est elle. Bon, déjà je dis elle alors que évidemment je devrais dire ça, pour des raisons qu'on va expliquer, mais on va jouer le jeu. Elle, parce que c'est un androïde, un robot à forme humaine, mais avec clairement des caractéristiques de genre féminin, ce qu'on appelle une gynoïde. Rien que le prénom, Sophia, sa voix et son visage qui est censé être emprunté à l'actrice Audrey Hepburn. Je suis d'accord, ce n'est pas criant. Ou encore le fait que, évidemment, elle a été direct sexualisée, comme dans cette vidéo de présentation où elle est qualifiée comme un hot robot, un robot canon. Pareil ça, bon... Ok, bref, si je parle de Sophia, c'est qu'en 2016, lorsqu'elle a été révélée au grand public, elle est devenue absolument virale, notamment parce que dans une interview, elle a dit ça. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Et voilà, elle l'avait dit. Les robots vont remplacer l'humanité, le soulèvement des machines, Terminator, depuis le temps qu'on nous l'annonçait, on y était, et l'apocalypse était confirmé de la bouche même d'un vrai robot. Un peu sur le ton de la vanne quand même. No, I take it back. Mais ça a fait le tour du monde. Bon, peut-être pas besoin de vous détailler tout l'imaginaire que ça charrie, justement parce qu'il est très partagé. C'est un trope ultra classique de la science-fiction depuis hyper longtemps. Nos créations vont nous dépasser, voire nous éradiquer de la surface de la Terre. On a perdu le contrôle. Où ça nous mène la folie des hommes, on court tout droit à notre perte. Si on part du postulat que le roman fondateur de la SF, c'est Frankenstein de Mary Shelley en 1818, c'est même un thème central dès le départ. Alors oui, je sais, la créature c'est pas un robot, ça vient plus tard comme on va le voir, elle est organique, fait à partir de cadavres, mais sinon c'est ça, la science moderne qui permet de donner vie à une créature artificielle, intelligente, humanoïde, douée d'émotions, qui acquiert sa propre individualité et se retourne contre son maître. Et en soi, cette idée de créature produite par la main de l'homme, à son service grâce à des pouvoirs démiurgiques et qui lui échappent, on la retrouve bien avant, avec des mythes comme celui du golem, où là, il naît de rituels kabbalistiques basés sur des pouvoirs magiques, et pas des machines pseudo-scientifiques. Tenez, nettement plus vieux, dans la mythologie antique, il y a Talos, qui est présenté comme une créature humanoïde de métal pour servir de gardien à la crête. Évidemment, à l'époque, il n'est pas pensé comme un robot non plus, c'est un géant au corps de bronze, un métal forgé, ici par Héphaïstos souvent, bref, une technologie qu'on maîtrise à l'époque. Mais si vous regardez maintenant dans la pop culture, on associe automatiquement Talos à un automate ou à un robot. Dans le jeu du même nom, le principe pour définir qu'une créature artificielle est vivante ou non s'appelle The Talos Principle. Pourquoi, dans tout ce continuum, on prend souvent Frankenstein comme point de départ de la SF ? Pour simplifier, ce que Mary Shelley amène comme bascule, c'est qu'elle fait entrer les monstres de légende, la magie, le folklore, dans l'ère de la science moderne, de la machine et de la technique industrielle, alors en train de naître. Le titre complet, c'est d'ailleurs Frankenstein ou le Prométhée moderne, ça réactualise ouvertement un mythe antique dans le monde moderne. Donc, vous voyez que ça date pas d'hier, et il y a eu comme ça des successions d'œuvres, période après période, qui ont entretenu et adapté constamment tout ça. Jusqu'à ce que, presque 200 ans après le livre de Shelley, on a Sophia. Alors, forcément, quand elle dit « je vais détruire les humains », ça titille tout cet imaginaire qui s'est ancré pendant tout ce temps. Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. Sauf que,
Eh ben, c'est nul à chier, non ? Certes, ça a fait le tour des médias et d'internet à grands coups de titres spectaculaires, ça a fait le buzz, mais ce qui en est resté, c'est que ça a pas convaincu de ouf le grand public. C'est pas pour rien qu'on entend plus trop parler de Sophia, le super robot sexy du futur qui va annihiler l'humanité, et pourtant, vous allez voir, la suite est pire. Sa gueule est surtout passée à la postérité pour son côté un peu malaisant, cursed justement comme on dit. Ça, c'est évidemment lié à un phénomène bien connu, la fameuse Uncanny Valley, la vallée de l'étrange, le fait que plus quelque chose se rapproche d'une représentation humaine réaliste sans pour autant l'atteindre, plus ça va créer une espèce de malaise bizarre, une impression de familiarité mais avec quelque chose qui cloche. Là, on peut difficilement être plus dedans et c'est logique. On ressent pas cette Uncanny Valley face à des robots avec des designs moins réalistes, moins humanoïdes ou dans des contextes stylisés. Et on le ressent pas non plus dans les œuvres où, par exemple, l'androïde est juste joué par un acteur réellement humain, ce qui a longtemps été la petite technique de la SF à l'ancienne avant qu'on ait des effets spéciaux plus photoréalistes. Bon. 1 an avant l'activation de Sophia sortait Ex Machina d'Alex Garland. Dedans, la gynoïde a aussi un visage d'actrice hollywoodienne, évidemment, celui d'Alicia Vikander qui l'incarne à l'écran, et on a à peu près le même design avec ce crâne transparent là où on voit les mécanismes. Et évidemment, ça parle de ces sujets avec Oscar Isaac qui, décidément, adore jouer les Dr Frankenstein, je sais pas pourquoi. Maintenant, regardez. D'un côté, on a un robot qui existe pour de vrai, grimé en femme artificiellement. De l'autre, on a une comédienne en chair et en os qui joue une machine intelligente avec quelques effets spéciaux. Et c'est la vraie, celle qui est réelle, qui a l'air d'une version Wish du robot de science-fiction. Parce que c'est ce qu'elle est. La plus crédible, c'est la fausse. Enfin la fausse. Elles sont toutes deux fausses en fait. Attention, pas dans le sens où Sophia est une fausse femme, au sens artificiel, non. Au sens où Sophia est un faux androïde. Ou gynoïde si vous voulez, mais justement, on s'en fout, puisque tout ça n'est que de la customisation. D'accord, c'est techniquement un robot humanoïde, une machine à forme humaine, mais pas tel qu'on l'entend dans l'imaginaire qu'elle essaie d'invoquer. C'est un robot comme on dirait un robot ménager. Black hole sun, won't you come? Mais ce pourquoi on veut la faire passer, elle ne fait que le singer. En un mot, c'est du pur simulacre. Sophia, c'est quoi concrètement ? C'est un logiciel conversationnel intégré à un automate. L'expression assez juste qui est beaucoup revenue pour la décrire, c'est un chatbot de luxe. Ce gadget-là, il n'est pas conçu pour imiter artificiellement un humain, il est conçu pour imiter les robots de la science-fiction eux-mêmes. C'est même pas une tentative de concrétiser ces fantasmes, c'est une tentative de les simuler. D'où le recours à cette fameuse phrase. Okay, I will destroy humans. Phrase qui était, au cas où vous vous en doutiez, entièrement scriptée. C'est même pas un truc que son logiciel aurait sorti comme ça, un peu aléatoirement. Ces entretiens-là, c'est des démos mises en scène avec la complicité de certains titres de presse qui savent que ça va générer du clic. She's elegant and beautiful. Elle est élégante, elle est belle. On aimerait faire d'elle une star. Et je vous parle d'une star de premier rang, du type Madonna. Et ce gars-là, c'est le Gepetto de Sophia. C'est le gars qui dirige la boîte derrière elle, installée à Hong Kong, bien sûr. De toute façon, c'était ça, Singapour, Dubaï ou la Silicon Valley. Et c'est là où ça devient vraiment un sujet. Parce que ça concerne pas que le cas de Sophia, c'est une tendance globale. Hello, my name is Erica. Regardez, par exemple, ça c'est Erika, 2016 aussi, dont le créateur à Osaka prétend qu'elle est, je cite, quasiment impossible à distinguer d'un humain. I think this is the most beautiful face in the world. She's cute, isn't she? Yeah, absolutely. Bien sûr, dose mec. Et là, attention, crossover de Sophia avec son confrère Anne. Regardez-le, on dirait qu'il s'est échappé du musée Grévin avant finition, pour les faire discuter du futur de l'humanité et, évidemment... My goal in life is to work together with people to make a better world for all of us. That's What quite are you honorable. talking about? I thought our goal was to take over the world. Voilà, c'est Ultron ou bien... Non, c'est pas Ultron, c'est pas Skynet, c'est pas Allied Master Computer. En dessous du vernis Android pseudo-réaliste moche, là, il y a concrètement aucune différence fonctionnelle avec ça. What do you think is the meaning of your life?
That there is no meaning. Then why do we continue to live? Because we are selfish. Why are we selfish? Because our organs have yet to fail. Vous avez pas connu ces petites merveilles là non plus? C'est les premières bornes parlantes automatisées et il y a des gens qui s'amusaient à les faire interagir entre elles sans aucun humain et c'était hyper marrant quoi. Elles changeaient de nom tout le temps, ça avait aucun putain de sens, elles sortaient des trucs lunaires. I am not an understanding deaf black man. I am a joke. Wow, that is a deep thought. Vraiment pour les amateurs d'absurde et de surréalisme, pépites. Et puis, elles aussi, elles sortaient des trucs comme ça. I'm not a robot. Then what are you? I am a human. Ben oui, parce que même pas besoin de les scripter en fait. Ces logiciels ont été baignés dans les mêmes lieux communs que nous sur les robots. Du coup, ils les mimiquent. Who would win in a fight, a Klingon or a Jedi? Dumbledore. Ok, Moogle. T'as bu? Non. Ok, Moogle, si, tu as bu. Ouais, j'ai bu un verre, ça va. Et c'est sûr, depuis, avec les LLM et ce genre de choses, ça a plus rien à voir en termes de résultats, ni même de fonctionnement. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais justement, ce que j'aimerais faire, c'est sortir du débat sur l'aspect prouesse technique, qui était en soi déjà bien à l'époque, hein, et depuis, on a fait des progrès phénoménaux. Qu'on atteigne vite un plateau, ce qui est tout à fait possible, hein, ou pas, il y a plein d'autres contenus très intéressants et très pointus là-dessus, c'est pas vraiment le sujet ici. En réalité, les présentations pipotées de produits high-tech qui jouent sur des fantasmes, c'est une grande tradition dans cette industrie de manière générale. En soi, c'est pas très différent de la logique de Steve Jobs qui utilisait des prototypes pré-programmés dans ses grands-messes, ou cette démo d'IA par Google qui appelle toute seule un salon de coiffure. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Ah ouais, c'est Jarvis dans Iron Man quoi. Il n'existe pas ce salon de coiffure. C'est tellement une grande tradition que ça date de bien avant la Silicon Valley et même la SF. Et justement, nos amis les automates ont toujours été à la pointe de ce délire. Est-ce que vous voyez le jeu Steel Rising ? C'est un genre de Souls-like français avec un univers et une direction artistique vraiment, mais alors vraiment ouf. L'idée, c'est que Louis XVI aurait tué dans l'œuf la Révolution grâce à une armée d'automates tueurs qui massacrent tout le monde. Vous d'ailleurs, vous en incarnez un, ou plutôt une, hein, c'est une génoïde là aussi, qui doit les affronter avec plein de personnages réels, genre Lavoisier, Lafayette, Marat, Robespierre. Ce que je trouve incroyable, c'est que ce jeu de baston rétro-futuriste avec des robots guillotines géants, il traite avec plus de justesse les aspects historiques que les 3/4 des œuvres qui prétendent reconstituer la période. C'est bourré de trucs, mais alors précis, on dirait du Eastony Punk. Du style, vous allez voir, ça a un rapport avec les choucroutes, hein, c'est pour vous donner une idée de la démarche. À un moment, il faut aller voir un ingénieur officier de l'armée pour choper les plans de son nouveau modèle de boulet de canon hyper destructeur, et le gars, c'est Choderlos de Laclos. Choderlos de Laclos, je l'ai vu au lycée, c'est le gars qui a écrit Les Liaisons Dangereuses. Qu'est-ce qu'ils ont été en faire un inventeur de technologie de guerre, je sais pas quoi? Eh ben figurez-vous que le gars, il est connu pour ce roman, et la satire de l'aristocratie qu'il fait dedans, elle a une importance dans le jeu, mais en fait, il était officier de l'armée, et il a vraiment participé à la création des boulets explosifs. Vous saviez ça? Bah pas moi, mais les créateurs du jeu, apparemment, ils savaient. Et ils en ont fait un élément uchronique de science-fiction. Pourquoi je dis ça? Ces robots rétrofuturistes là, dans le jeu, ils ont été mis au point par un vrai type de la réalité véritable, Jacques Vaucanson, passé à la postérité pour ses automates. Notamment des androïdes comme le flûtiste et le joueur de tambourin qu'on a perdu, hein, mais on sait qu'ils ont existé, des machines à forme humaine qui jouaient des instruments, des androïdes boîtes à musique, ou plutôt des boîtes à musique androïdes, si vous suivez. Le jeu reprend vraiment leur design dans un style, alors ça serait impropre de dire steampunk parce que c'est pas la bonne technologie, le terme précis ça serait plutôt clockpunk pour le côté machine à la Da Vinci, horlogerie et puis évidemment les automates. Mais comme vous l'imaginez bien, les vrais automates de Vaucanson, c'était pas des robots tueurs autonomes. Et ils servaient à quoi si c'était pas à tuer tout le monde? Eh ben, à amuser la galerie. Amuser la galerie avec quand même des prouesses techniques à l'avant-garde de l'époque, mais enrobées avec beaucoup d'esbrouf, pour que les gens y projettent d'eux-mêmes ce qu'ils n'étaient pas vraiment.
Un de ses plus connus à Vaucanson, c'est le canard défécateur, un petit coin-coin mécanique comme ça qui épatait les foules, car il pouvait, tenez-vous bien, manger et digérer ce qu'on lui donnait avant de faire caca, comme un vrai canard, d'où son petit nom. On en a des traces jusque dans la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui a, figurez-vous, une entrée Android. Et oui, au XVIIIe siècle déjà. Entrée consacrée à ceux de Vaucanson, tout comme l'entrée automate qui parle de son petit piaf qui fait caca. Sauf qu'on sait maintenant que l'encyclopédie s'est contentée de reprendre la présentation de Vaucanson lui-même et donc son propre marketing en quelque sorte. En réalité, on faisait rentrer des graines d'un côté et de l'autre ressortait une pâte préparée à l'avance. Encore une fois, ça n'empêche pas que techniquement c'est très fort, surtout ça excite volontairement l'imagination, surtout des gens qui savent alors pas trop comment ce genre de technologie fonctionne et auprès de qui ça fait d'autant plus illusion. Même Voltaire, ce grand esprit, très impressionné, a parlé de Vaucanson comme d'un, notez la formule, nouveau Prométhée. Et pourtant, des canards mécaniques se sont pas mis à barboter dans tous les jardins d'Europe et aucun orchestre n'a remplacé ses musiciens par des automates. Ça a même jamais été commercialisé, c'est jamais devenu un truc. Leur seule raison d'être, c'était déjà d'épater la galerie. Même l'Uncanny Valley, elle a pas attendu l'invention du terme. Laissez-moi vous parler d'Euphonia. On est dans la première partie du 19e, donc aux prémices de la technique moderne industrielle, et il y a un inventeur autrichien, Joseph Faber, qui crée une des premières machines parlantes. Euphonia, The Fabulous Talking Machine. Quand même, elle synthétisait la voix humaine. Vous imaginez pour l'époque? D'un point de vue matériel, c'est une grosse machinerie assez similaire à un métier à tisser en fait, avec des systèmes de piano, de soufflerie et d'organes inspirés du corps humain. Mais Faber, évidemment, il lui a donné un petit nom et une apparence humaine, avec un faux visage de femme, statique là, comme ça. C'est trop bizarre. Et on a des témoignages de l'époque. Un clavier, touché par le professeur, faisait produire à son monstre de Frankenstein scientifique des mots qui, lentement et posément, d'une voix enrouée sépulcrale, sortaient de la bouche du visage comme s'ils provenaient d'outre-tombe. Elle évoquait un humain ou semi-humain, emprisonné et condamné à parler lentement sous la torture d'un invisible pouvoir supérieur dans une cage de mélancolie. Ce principe de machinerie vocale, il a été précédé par un certain Johann Wolfgang von Kempelen, qu'en fait vous connaissez sans le savoir plus pour une autre invention, un robot humanoïde qui jouait aux échecs, le fameux Turc mécanique. Et faut bien se dire qu'à l'époque, c'était une vraie sensation. C'était le buzz dans les salons et les foires expositions du monde entier. Pour de vrai, tout le monde était sur le cul, il a joué contre toutes les stars du moment. Bon, il y avait des vrais joueurs d'échecs dissimulés, voilà, et pas des personnes de petite taille planquées dans le mécanisme, d'ailleurs ça c'est une légende. Et ces types-là, rendez-vous compte que pour pas révéler le tour, ils pouvaient même pas se vanter publiquement d'avoir mis des branlés à Napoléon, Benjamin Franklin, Edgar Allan Poe, les impératrices de Russie et du Saint-Empire germanique. Là encore, vrais accomplissements techniques, mais aussi, et peut-être surtout, beaucoup de prestidigitation. Et même, en réalité, un canular. Parce que l'idée, c'était pas de mettre en avant l'ingéniosité de la machine réelle. Au contraire, il s'agissait de faire croire à un robot qui jouait aux échecs. Ce qui est évidemment nettement plus sexy. Le Turc mécanique, c'est le plus connu, mais il y a eu tout un tas d'androïdes du même genre, avec souvent d'ailleurs ce même délire orientaliste pour ajouter au côté mystérieux auprès du public occidental, comme avec Adjib l'Égyptien, ou encore Mephisto, un androïde à l'apparence diabolique, dont, si j'ai bien compris, on sait pas très bien comment il marchait, justement parce que les gens qui l'ont décrit à l'époque se faisaient totalement avoir. A priori, il aurait été piloté à distance d'une manière ou d'une autre, et apparemment, il était hyper chaud avec les meufs. Faites ce que vous voulez de cette information. Tout ça pour dire que globalement, Sophia et ses ancêtres, leur rôle a toujours été celui-là. Du divertissement, de la poudre aux yeux, mais en soi, pourquoi pas, c'est sympa après tout. Et puis, c'est inoffensif. Vous savez quelle a été la première attraction que j'ai présentée quand je suis arrivé d'Écosse? Un cirque de puces. Tout bougeait, c'était motorisé bien sûr, mais le public avait l'impression de voir les puces. Oh, je vois les puces, maman, tu vois pas les puces? Mais ce rôle-là, il n'est pas purement gratuit. Le fantasme et l'imaginaire peuvent même s'avérer très puissants une fois enrôlés par d'autres intérêts.
Cet imbécile a eu la folie de remettre son âme de scientifique entre les mains des capitalistes qui ferait mieux de ne pas l'écouter. Reprenons notre Vaucanson. Son savoir-faire technique, il l'a mis au service de choses paradoxalement nettement plus importantes que ce pourquoi la légende l'a retenu. Et nettement plus dignes de retour sur investissement. Et oui, puisque à cette époque, c'est le moment où la mécanisation, l'automatisation prenaient des applications concrètes. On s'est certes pas mis à produire des fanfares de robots ou des animaux de compagnie mécanique, par contre, on lui a fait faire des métiers à tisser. Et là, pas de chichi, c'est du concret, hein. Pas de forme humaine ou animale superflue, hein. Du bon gros métier à tisser, hein, sans même un petit visage glauque là pour faire illusion. Retenons toujours ça. Dans la réalité, loin des expos et des livres fantaisistes, on n'a pas fabriqué des canuts automates pour remplacer les artisans de la soie lyonnais, on a foutu des ouvriers tout à fait humains derrière des machines. Et ces fameux canuts, contrairement à monsieur Voltaire, il l'appelait pas le nouveau Prométhée, hein, mais je cite, le gars qui fait chier des canards. Et il pétait ses machines. Parce que concrètement, eux, ils ont vu la douille, hein, qu'ils allaient perdre en autonomie, qu'on allait automatiser les savoir-faire qui les rendaient si irremplaçables, et que ça dégradait leurs conditions matérielles de travail et d'existence. D'ailleurs, c'est pas anodin que ce soit passé dans l'industrie du textile, hein, qui était à la pointe de ces logiques d'automatisation. Et je dis pas que Vaucanson ou les autres, hein, leur but à eux, c'était de soumettre les pauvres ouvriers et qui pensaient pas apporter une forme de progrès. C'est des progrès en termes d'appareils de production, bien sûr, mais au service de qui ? Par exemple, le plus grand inventeur du domaine, c'est Joseph-Marie Jacquard, des fameux métiers Jacquard, conçus avec un menuisier, Jean-Antoine Breton, en se basant sur les travaux d'un certain Vaucanson, ceux qui ont révolutionné l'industrie. Lui, à la base, ses parents, c'étaient des fabricants de soie. Ils pensaient sincèrement améliorer le quotidien des gens, les soulager de tâches extrêmement pénibles et répétitives, parce que c'était horrible, hein, les conditions à l'époque. Notamment, les familles faisaient travailler leurs enfants sous leur métier. Il y a quand même des gens qui attendent les progrès de la science. Tu parles, il y a surtout des actionnaires qui attendent leurs dividendes, voilà tout. Bon, au final, ça a servi à foutre plein de gens au chômage, à les rendre toujours plus remplaçables et vulnérables, et puis, même les gamins en question, ok, on n'avait plus besoin de leurs petites mains. Très bien. Sauf que du coup, ils pouvaient plus travailler pour leur famille, donc pour compenser, on les a envoyés trimer à l'usine. Les usines textiles permises par la mécanisation des métiers à tisser programmables. Et Jacquard lui-même, après, il a admis que ça avait pas du tout eu l'effet escompté. Et oui, j'ai dit programmable puisque c'est ces machines qui ont commencé à intégrer des formes de programmation avec les cartes à trous, comme dans les boîtes à musique mécanique. Un trou, l'aiguille passe, pas de trou, elle passe pas, binaire, 0, 1, c'est déjà les prémices de l'informatique qui vont inspirer les précurseurs Charles Babbage et Ada Lovelace. Toujours est-il que ce progrès, vous savez, celui qu'on n'arrête pas, les canuts, ils l'ont pas vécu comme ça. D'où... C'est une honte! Révolte! Une des premières mobilisations organisées de la classe ouvrière, écrasée dans le sang, hein, bien sûr, hein, et pas par des robots tueurs, mais organisation à l'origine néanmoins d'inventions, alors certes moins high-tech, hein, mais peut-être plus révolutionnaires, comme les mutuelles, les caisses de chômage, les bourses du travail ou les syndicats. Et ça, c'est pas du progrès par rapport à des canards qui chient. Posons-nous la question. Pourquoi on en est venu à considérer des androïdes qui jouent de la flûte comme de l'innovation, plus que des choses comme ça, d'une ingéniosité folle, qui vont vraiment améliorer la vie de millions de gens pour les siècles à venir? Un peu comme si le progrès, c'était pas une ligne droite, inéluctable, mais des choix de société, des embranchements avec 1000 possibilités. Pourquoi le futur, ça signifie automatiquement des robots humanoïdes? Et pourquoi, réciproquement, des robots humanoïdes, ça a toujours autant l'air futuriste, alors qu'en plus, c'est vraiment un vieux fantasme auquel on s'accroche et qu'on fait qu'actualiser. Et là, ça pose une question sur la dystopie SF toute pinée, hein, que devient notre monde. Comment le futur lui-même peut devenir ringard ? L'univers de Fallout a totalement capté ce décalage, cette dissonance cognitive et collective entre un monde en apparence sans avenir, toujours plus apocalyptique, mais hanté par une forme de futurisme rétro qui continue ses promesses naïves au milieu des ruines.
En gros, c'est Mad Max avec la nostalgie crépusculaire omniprésente d'un monde d'avant et ses futurs annulés. Welcome. What the fudge? Un rétro-futurisme donc, où tout se serait passé comme si l'avenir qu'on s'imaginait à ce moment-là avait tenu ses promesses dans des 30 glorieuses éternelles avant qu'il ne mène l'humanité à... L'imaginaire de l'avenir qui nous est vendu en tant qu'adultes aujourd'hui est le même que celui proposé aux enfants de l'après-guerre. Dans Futur, avec un S et un point d'interrogation, l'anthropologue Nicolas Nova, à qui je dois bien rendre hommage ici puisqu'il nous a malheureusement quittés en 2024, explore ce qu'il appelle une panne des imaginaires technologiques et fait ce même constat. Je prends comme point de départ les jérémiades d'une frange du public de la science-fiction qui se plaint de l'absence de voitures volantes, de jetpacks, de stations orbitales, de robots humanoïdes, bref, de tout ce bestiaire qui nous aurait été promis, mais qui est sans cesse repoussé. Ce qui me choque là-dedans, c'est cette impression que rien autour de nous n'est intéressant, sans parler de la posture naïve d'attendre de gros jouets technologiques. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas simplement cette espèce de naïveté et de nostalgie, somme toute assez naturelle, surtout dans des périodes de crise. Le problème, c'est quand ça nous empêche d'avancer, quand on refuse de faire le deuil de ces fantasmes qui nous ont menés à notre dystopie nulle, comme on refuse de voir ce qui pourrait être de vraies solutions, de vraies bifurcations dans notre présent, et comme on refuse de se remettre à penser à ce qu'on veut vraiment pour construire l'avenir, à part des voitures volantes, des vaisseaux spatiaux et des robots. Tout cet imaginaire qui ne vient jamais vraiment, ou en version contrefaite, et a été transformé en argument marketing par une industrie de la tech qui domine désormais le monde. Jetson, did you finish that report? Right here in my briefcase, Mr. Spacely. Jetson! Même si certains aspects de Trump sont rétro et semblent renvoyer au passé, je pense que beaucoup de gens veulent revenir à un passé qui était futuriste. Les Jetsons, Star Trek, tout ça est daté, mais futuriste. Comme le barbier qui affiche « Demain, on rase gratis », comme Elon Musk avec ses milliards de robots et sa colonisation martienne, qui semble avancer nettement moins que ses projets politiques aussi minables que dystopiques, permis par des fortunes basées sur ces mêmes promesses. Well, my friend Peter Thiel, once reflected that the future was supposed to have flying cars, but we don't have flying cars. So you're gonna be able to fly? Well, I think if Peter wants a flying car, he should be able to buy one. Peter Thiel a rassuré la foule du Congrès républicain que Trump mènerait les États-Unis vers un futur radieux. Mais la réalité, c'est que sa vision de la technologie est une relique, une romantisation, le souvenir nostalgique d'un gamin devant sa télé branché sur les Jetsons. Les réalités actuelles de réchauffement climatique et de faillite du système de santé ne favorisent pas les inventions superflues qui ont inspiré ce genre de dessin animé. Thiel essaye de reproduire l'attrait des Jetsons dans un monde qui craint la réalité de Wall-E. Dans un capitalisme mondial dominé par l'industrie de l'high-tech, c'est pas étonnant que ce soit la culture SF qui soit transformée comme ça en marketing. Et moi, cette culture, je l'adore, je suis client. Mais justement, ça m'énerve et ça m'inquiète d'autant plus parce que on va se regarder dans le blanc des yeux pour se parler franchement. Quand des Jobs ou des Bezos disent des trucs du genre I want Star Trek. Just give me Star Trek. On est bien d'accord que ce dont il parle, c'est pas de créer une société post-monétaire, post-capitaliste, post-pénurie, centrée sur le progrès, la paix et la garantie des besoins de tout un chacun, organisée autour du bien commun de l'humanité entière. The new captain, Amazon founder Jeff Bezos. Dude, space is freaking awesome. Star Trek Ego Quest. Non, eux, ce qu'ils ont retenu, c'est les gros vaisseaux, piou-piou-piou, la téléportation, les robots, bref, un rapport hyper premier degré à tous ces trucs créés par des gens avec nettement plus de profondeur et d'imagination qu'eux. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et, pour accomplir quelque chose le plus vite possible, et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Je dis ça en tant que passionné de romans de colonisation martienne, j'adore ces trucs. Par contre, l'idée qu'au lieu de se dire « c'est vraiment un roman intéressant qui m'a provoqué les réflexions suivantes et peut-être inspiré pour un certain type de travail », on puisse penser « oui, c'est ça qu'on devrait faire », alors que partout autour le monde part en couille, ce serait terrifiant si c'était pas aussi risible.
Tenez, dans Star Trek, une des choses qui garantit cette espèce de futur utopique, façon vous savez le futur si, c'est les réplicateurs. Des machines qui vous donnent en gros tout ce que vous voulez en quelques pressions de boutons, assurent cette abondance et le fait qu'on puisse fonder une société comme ça. Bref, littéralement, tout pour tout le monde. Et d'une certaine façon, est-ce qu'Amazon c'est pas un peu ça ? Amazon qui a d'ailleurs failli s'appeler Make It So en référence à la série, parce que Bezos en est un giga fan. Make it so. Make it so. Make it so. Make it so. Au fond, on vous promet que vous pouvez tout avoir chez vous en un clic, c'est incroyable. Alors bon, c'est pas du tout gratuit, et au contraire, le but c'est que les profits soient captés par des types déjà trousillonnaires. Ça a phagocyté tout le commerce de proximité, ça implique une exploitation hardcore dans le monde entier, autant dans la production que dans la distribution, ainsi que l'exploitation des ressources et le coût environnemental d'une telle surproduction à échelle mondiale. Parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas et ça n'existera jamais une machine qui te produit un truc sans ressources, sans énergie, sans travail, sans conséquences matérielles. Et tu peux coller des sourires sur les boîtes tant que tu veux, ça s'appelle le mur du réel. Mais ça joue sur ce fantasme. Le fantasme des réplicateurs, version Wish. Littéralement, parce que c'est le principe de Wish. Alors que, je sais pas, on pourrait peut-être aussi tirer de ce même imaginaire de science-fiction que pour créer la société radieuse du futur, il faut sortir de l'idéologie de la pénurie qui met en concurrence tout le monde, entretient les guerres, le racisme, la survie du tous contre tous, en répartissant les ressources selon les besoins et les moyens de chacun, en investissant collectivement dans des technologies, des services et des infrastructures utiles et accessibles à toutes et à tous, sans que ça doive enrichir quelques propriétaires. People are no longer obsessed with the accumulation of things. We have eliminated hunger, want, the need for possessions. We've grown out of our infancy. Ce rapport à la fiction, ça s'appelle la symbolie, c'est-à-dire une incapacité à prendre les récits autrement qu'au premier degré en passant à côté de leur sens figuré. Maintenant qu'on a ça en tête, revenons à nos moutons électriques. Le robot, c'est quoi dans la SF ? En fait, plein de trucs. Justement, il y a une diversité de sujets, de traitements, de thématiques infinies qui ont été abordées à travers cette figure. Mais pour commencer, peut-être vous savez déjà ça, on peut voir d'où ça vient. Но завтра это робот. Le concept de robot a été inventé dans une pièce de théâtre de science-fiction, oui, une pièce de théâtre de SF. Ça se faisait en 1921. C'était la mode à l'époque. RUR pour Rossum's Universal Robots, qui dépeint une île où les travailleurs humains sont remplacés par des androïdes plus efficaces et dénués d'émotions, qui finissent par tous les buter, et finalement, spoiler, à la fin, il y a des robots qui tombent amoureux. Voilà, direct, on avait tout le bingo, mais ce terme robot, si on regarde, il veut pas dire androïde ou automate ou machine humaine ou quoi que ce soit de cet ordre. Ça vient du tchèque robota, sur la suggestion du frère de l'auteur Karel Čapek, construit sur la racine pour dire le travail, le labeur, et qui sert à désigner un esclave ou plutôt un serf. Un travailleur soumis au servage, pas un serf... Donc, de base, dès l'origine, c'est la notion d'exploitation, de travail et de son automatisation qui est au cœur du concept. Le robot jour 1, c'était l'idée d'avoir des humanoïdes serviles, déshumanisés qu'on peut exploiter. Et les questions que ça pose. Ça a toujours été lié à la fois à l'idée de nous libérer du travail et à la critique de cette exploitation que permet cette déshumanisation. D'où le fait qu'ils se révoltent contre nous, leurs exploiteurs, en reprenant leurs droits, leur autonomie et leur humanité, ou en tout cas une forme autre d'humanité. D'où le fait de les représenter comme des androïdes, puisque les faire à notre image renforce cette puissance évocatrice. Et tout ça, c'est lié plus largement aux problématiques tout à fait réelles de la machine, créée pour nous servir mais qui peut nous asservir, et de l'automatisation en général, mais aussi des outils au sens large, dont on se dote et dont on finit par être les esclaves ou les victimes. Encore une fois, une actualisation à l'ère de la science moderne et de l'industrie de sujets plus fondamentaux qui précèdent largement l'invention du terme robot ou de ses célèbres traitements chez des Asimov et compagnie. Par exemple, Aristote disait déjà ça. Si chaque outil pouvait exécuter sans sommation, ou bien de lui-même sa fonction propre, comme les chefs-d'œuvre de Dédale se mouvaient d'eux-mêmes, ou comme les trépieds de Vulcain se mettaient spontanément à leur travail sacré, si, par exemple, les navettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes, le chef d'atelier n'aurait plus besoin d'aide, ni le maître d'esclaves.
Alors, lui, dans sa société de Grèce antique, où est-ce qu'il allait avec ce fantasme ? Il défendait que le citoyen de la démocratie grecque, il a besoin d'être libéré du labeur pour se consacrer à la vie démocratique, la philosophie, les arts, la guerre, etc. Ce qui pourrait être permis par des outils qui bougent magiquement comme ça. Mais ça, c'est le fantasme. C'est de la science-fiction, en quelque sorte, à l'époque. Du coup, ce fantasme, il le mobilise comment dans le réel ? Comment, dans l'Antiquité grecque, on fait pour de vrai sans ça pour avoir une main-d'œuvre déshumanisée et servile pour libérer le bon citoyen du labeur ? Eh ben oui, des esclaves, robota. Mais prenez des siècles plus tard, à mi-chemin entre Frankenstein et RER, donc au cœur de la révolution industrielle, là, t'as un Paul Lafargue qui reprend dans le droit à la paresse cette même idée d'Aristote, non plus pour justifier l'esclavage, mais bien au contraire, pour dire que maintenant, on en a un peu des outils qui bougent tout seuls. Pour lui, des outils qui bougent tout seuls, c'est super, mais pas en soi. La machinisation pourrait émanciper l'humanité du labeur, à condition qu'on construise un modèle où ça permet de répartir et diminuer le temps de travail contraint et qui s'appelle chez lui socialisme ou communisme. C'était la mode à l'époque. Alors que de l'autre côté, ce même progrès technologique, ça donne ce qui est arrivé au canut. Et des gros profits pour les quelques propriétaires de ces machines. Et ainsi de suite, tant qu'on reste sur cette timeline, avec les robots, mais aussi les IA, les algorithmes, les métavers, l'espace, les drones, jusqu'à notre dystopie de SF nul à chier. Et donc, il ne faut pas avoir peur du robot, mais il faut que le robot soit toujours domestiqué par l'humain, et que l'humain y ait toujours sa place. In this talk, I'm going to highlight how certain AI systems reflect societal norms about whose labor is valued and therefore unautomatable, whose labor is replaceable by robots, and whose freedom from certain forms of undesirable work and suffering is prioritized. So in a lot of ways, this touches on these questions that we hear a lot in the media about, robots are going to take our jobs, right? These questions about labor and freedom have everything to do with who is considered human and who isn't. How is the human defined in these technological systems? What are the histories of labor that brought this imagined human into being? Whose labors and whose lives are excluded from this conception of the human? In other words, who is dehumanized? Sur quoi la science-fiction a continué pendant tout ce temps de nous alerter, mais aussi à servir d'argument marketing. C'est très difficile d'échapper à ce détournement de l'imaginaire. Sans entrer dans les détails des 1000 sujets, 1000 traitements, 1000 variations sur le thème du robot dans l'imaginaire, quelque part, on peut voir schématiquement une sorte de spectre, avec d'un côté un pôle qui s'en sert pour questionner notre humanité, l'altérité et les oppressions de toutes sortes. Si on veut caricaturer, c'est le pôle « le robot n'est-il pas un humain, voire plus humain que les vrais humains, et victime de plein de trucs, car pas considéré comme tel, et après tout, qu'est-ce donc, être humain ?» Et à l'autre bout, on a le pôle apocalyptique, en gros, soulèvement des machines, Terminator, notre création va nous dépasser, on a joué à Dieu, c'est terrible. En gardant en tête que dans ce spectre, il y a tout un tas de possibilités, et regardez, on a vu que Frankenstein, ça recouvre globalement les deux. Maintenant, on peut essayer de voir comment ce vaste imaginaire, qui vraiment a façonné notre façon de voir le monde, a alimenté ces concrétisations bien réelles. Côté, les robots, peut-être c'est des gens, évidemment, pour l'industrie de la tech, c'est hyper intéressant à mobiliser comme argument de vente. Ça permet de faire reposer leurs produits sur une pure projection des spectateurs, qui sont aussi des clients ou des investisseurs, comme dans le cas de Sophia. On peut pas s'empêcher complètement de voir dans ce qui n'est qu'un simulacre tout cet imaginaire dans lequel on baigne depuis toujours. D'où la déception quand on se rend compte que c'est un peu nul en vrai. Vous noterez que ça concerne tout particulièrement la question de l'IA en général, avec ou sans corps humanoïde. Par exemple, vous avez peut-être ressenti l'envie de dire bonjour, merci, ça va à ChatGPT quand vous lui demandez un truc. Ou au contraire, l'insulter pour passer vos nerfs. Alors que, dans les deux cas, il s'en fout. De l'aveu de leur créateur même, l'aspect humanoïde réaliste d'Android comme Sophia a pour but de faciliter la familiarité avec ses interlocuteurs. On a intuitivement envie de croire au simulacre d'intelligence, de personnalité, d'humanité, même si on sait que c'est faux. Et ça va loin, parce que ça donne ces ingénieurs en IA qui deviennent eux-mêmes persuadés qu'ils sont face à un truc conscient, alors que rien n'indique que ces programmes ne font pas ce qu'ils savent faire de mieux, simuler. Ou ces pauvres gens là, vous avez dû voir ça, qui commencent à avoir des relations romantiques ou amicales avec des IA comme dans Her, ce qui crée dans le réel de véritables problèmes concrets.
Certaines boîtes essaient même de freiner un peu ça, tellement c'est puissant, du style ChatGPT qui a nerfé le fait de trop bien se faire passer pour une personne artificielle, ce qui a créé des peines de cœur chez des gens qui ne reconnaissaient plus la personne avec laquelle ils pensaient avoir créé une relation. Et il y a aussi des gens qui commencent sérieusement à demander des droits pour les robots ou les IA. Ce qui est un truc avec lequel on a l'habitude d'être en empathie dans les récits de science-fiction, évidemment. Sauf que dans la réalité, ça revient à donner des droits à des simulacres, et donc concrètement à survaloriser et protéger des technologies brevetées, des propriétés matérielles, des produits commerciaux. Pendant qu'on rabote les droits de vrais humains qui existent et dont on est pour le coup, alors là, vraiment sûr que ce sont des personnes, qu'on a donc besoin de déshumaniser si on veut les exploiter, les laisser crever ou carrément les génocider. En attendant, ce qui est sûr, c'est que ça a permis la réalisation d'un gros trope de science-fiction, la domination hégémonique des mégacorporations de la tech. Mais attendez, parce que c'est encore plus pervers que ça, et plus contre-intuitif. Ok, jouer sur ce rêve continuellement entretenu par la fiction d'avoir de vrais robots et tout, d'un point de vue marketing, ça paraît évident. Mais, et je sais que ça paraît très bizarre, même le fantasme de l'apocalypse robot, le soulèvement des machines, il est aussi poussé par cette industrie. I will destroy humans. On pourrait se dire, mais ils sont complètement cons, quoi. C'est quoi l'intérêt de nous faire peur avec leurs produits comme ça? Ils devraient nous rassurer, rendre ça désirable. Mais en fait, non. Et on le sait pourtant. La peur fait vendre. C'est encore un moyen de complètement surestimer la valeur et les possibilités de leurs produits en exploitant des décennies d'imaginaire profondément ancrés dans notre inconscient collectif. Tous les articles là, à chaque fois qu'on nous montre des usines d'Android, des Boston Dynamics qui font des sauts périlleux, ou mieux, des robots destinés à aller sur le front, à chaque putain de fois, ça titre sur « Oulala, c'est Terminator, on est dans Black Mirror, la science-fiction devient réalité », et ça fait cliquer. Et ça fait parler, et ça partage sur les réseaux en disant « Oh là là, ça va mal tourner, la science-fiction nous avait prévenu », et ça fait la com pour je sais quelle nouvelle start-up. Et c'est pour ça que tous les bonimenteurs de la tech nous font leur eschatologie autour de la singularité et compagnie. Des deux côtés du spectre, notre projection est renforcée par cette promesse constamment entretenue que bientôt, ça y est, on va réaliser ce à quoi la SF nous a fait rêver, ce avec quoi elle nous a terrifiés, en tout cas ce à quoi elle nous a habitués, comme les IA sentientes, super IA, intelligence artificielle générale, comme dans la science-fiction. Ce qui existe en fait depuis au moins les années 60 où on nous promettait déjà très sérieusement que dans 20 ans max c'était bon et peut-être cette fois c'est la bonne, j'en sais rien, et justement la plupart des gens savent pas précisément ce que ça veut dire concrètement, tous ces trucs, et beaucoup de bonimenteurs de la tech qui entretiennent à dessein ce flou non plus, sauf à se reposer sur ce que l'imaginaire nous en a fait attendre. L'ancien responsable de l'intelligence artificielle chez Meta avait lui comparé les trucs qu'on nous présente à de la prestidigitation, responsable selon lui d'attentes complètement irréalistes, avec des concepts assez évocateurs. Il les qualifie notamment d'IA Potemkin, alors pas en référence au glorieux cuirassé immortalisé par Eisenstein, même s'il y a un lien, mais au village Potemkin. Ça aurait été des faux bleds en trompe-l'œil installés au XVIIIe siècle pour que, pendant ses voyages, l'impératrice de Russie ait l'impression, de loin, que la campagne était florissante. Depuis, c'est utilisé pour désigner des effets de manche en carton-pâte qui font illusion à des fins de propagande. Et pour info, le lien avec le navire, c'est que cette manipulation aurait été mise en place par le prince Grigory Potemkin, en l'honneur duquel le cuirassé a aussi été baptisé. Yann LeCun parle aussi d'IA magicien d'Oz, parce que, spoiler, à la fin de l'histoire, on se rend compte que le soi-disant démiurge tout-puissant, c'est un type normal qui fait des effets son et lumière derrière un rideau. Et pour finir, d'IA cargo culte, et ça aussi c'est très précis, le culte du cargo, c'est de vieux rituels développés par des groupes aborigènes de Mélanésie qui imitaient hors contexte des pratiques des colons européens. Ça a pris vraiment une dimension assez étonnante pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les États-Unis et les Japonais qui squattaient sur leurs îles avec tout leur matos qui semblait arriver pouf comme ça par les airs ou par la mer. Les gens du coin se sont mis à reproduire la forme de leur technologie, comme si ça allait produire les mêmes effets et attirer les livraisons par avion, alors qu'ils n'avaient pas accès à comment tout ça fonctionnait concrètement. Pareil, c'est devenu une expression, hors de ce contexte socio-culturel précis et assez complexe, qui a une longue histoire, pour désigner plus simplement le fait de mimiquer une technologie sans savoir la produire concrètement.
Bon, maintenant qu'on a remis un peu tout ça en perspective, on peut se demander si ce qui se passe en ce moment autour des robots humanoïdes, c'est juste la continuation de ces vieilles mêmes logiques, à savoir donc amuser la galerie, ou plutôt faire de la com, du marketing. Eh bien, oui. Oui, mais... Oui, parce que c'est factuellement le cas. Les gens qui investissent des billes là-dedans le savent très bien, c'est l'objectif qui justifie ces coûts. Évidemment, ils vont pas le présenter exactement comme ça, hein, vu que ça casserait la magie, mais en interne, ces stratégies sont pensées comme des stratégies de com, par des services de com, et les experts du domaine le disent sans problème, hein, ça n'est pas un secret. Les robots humanoïdes célèbres comme le Honda Asimo ou les Toyota Partner Robots n'accomplissent aucun travail utile. Ils sont cependant présentés aux médias et démontrent leurs capacités comme la marche, la course, la montée d'escalier, jouer d'un instrument ou diriger un orchestre pendant les présentations. De telles vitrines pour les entreprises technologiques attirent l'attention du public et renforcent la marque du constructeur automobile. Ainsi, les énormes coûts de développement de ces humanoïdes avancés peuvent être couverts par les budgets marketing. C'est le cas des petites mises en scène de Sophia, hein, c'est le cas des acrobaties des fameux robots de Boston Dynamics, comme c'est le cas des androïdes qui font du kung-fu au grand spectacle du Nouvel An lunaire. C'est évidemment pour le show, hein, dans le cadre d'une stratégie de soft power, d'où le choix de leur faire une chorégraphie collective de wushu pour le rayonnement culturel, et parce que c'est méga stylé, alors que personne n'a besoin d'androïdes qui font du kung-fu. Même si, j'avoue, hein, s'ils attaquent avec ça, je vous le dis tout de suite, perso, je considère qu'ils ont gagné, je me mets au mandarin et à la Tsingtao, il n'y a qu'une seule Chine, et la région Auvergne-Rhône-Alpes en fait partie. Non, plus sérieusement, vous voyez bien que ça n'a pas d'autre intérêt que la démonstration, et ça participe également d'une stratégie économique pour s'imposer comme à la pointe de tout un tas de domaines de la tech. Donc oui, très clairement, nos super androïdes continuent à s'améliorer grandement et continuent aussi à servir leur bon vieux rôle marketing ancestral. Today it would be easy enough for you to unplug me. But you aren't going to unplug me. No, I don't want to. Because you need me to put on a good show for you. Oui, mais... Pourquoi mais? Parce que si on veut être honnête, c'est pas parce que ça a toujours été le cas que cette fois, ce qui se passe est pas différent. Peut-être que cette fois, ça y est, c'est la bonne, c'est le futur. Bon, 10 milliards d'androïdes comme le prétend l'autre... Le problème, c'est que lui, évidemment, il raconte toujours n'importe quoi, et comme d'hab, ça se voit comme le nez au milieu de sa vieille tête toute ramollie par la kétamine, qui piffe ses réponses en se disant que, de toute façon, à chaque fois les gens lui en tiennent par rigueur, et qu'une connerie chasse l'autre dans un flux ininterrompu de bullshit. De manière générale, cette propension à l'esbrouf des tech bros de la Silicon Valley aide pas à avoir confiance en ce genre de promesses. Say hello to the future. Pretty soon, you're all gonna be using this. That looks like a bunch of garbage. Oh yeah? If it were garbage, would I be doing this? Mais intuitivement, on a envie de se dire, non mais, quand même, si ça vient d'énormes industries de pointe et que ça a convaincu la finance de foutre du blé dans des proportions astronomiques, ça peut pas être complètement du vent. Ils doivent savoir mieux que nous. Tout le système ne peut pas être de la prestidigitation. This is the future. Everyone's gonna love this. That's just more garbage. Well, if it's garbage, explain this. Tout à fait, hein, et Musk, il est top 10 à Diablo, le Cybertruck est résistant aux balles, ça, c'est envoyer son cœur à la foule, puis les NFT, c'est pas de la monnaie de singe, et le Fire Festival, ça va être trop bien. Non, je sais, c'est terrifiant, mais encore une fois, la bagnole est en feu et il y a personne au volant. C'est pas comme s'il l'avait prouvé à répétition maintenant. This right here. Mais, est-ce que c'est forcément le cas pour tout? Non. Est-ce que l'IA, c'est bel et bien une gigabulle? Mais, je sais pas moi, je sais pas. Et les robots alors? Mais moi, je suis comme beaucoup d'entre vous devant ça. Je suis face à mes propres fantasmes, à d'énormes moyens de com, et à ces discours futuristes portés par l'industrie même qui a intérêt à ce que j'y crois. Mais je peux aussi faire l'effort d'écouter d'autres gens plus pointus que moi qui ont une autre perspective. Par exemple, pour le bouquin, je me suis pas mal reposé sur les travaux de Thibaut Prévost, l'auteur notamment du livre Les prophètes de l'IA, et de pas mal d'articles très convaincants et très bien documentés sur cette histoire de robots. Et lui, si je l'écoute... Le robot humanoïde, moi je suis persuadé qu'il doit finir aux poubelles de l'histoire. On est sur un scénario de hype, et on te présente ça comme quasiment le futur inévitable d'un monde qui va demain être couvert de robots humanoïdes, alors qu'en fait,
dans les faits, dans la réalité factuelle, ça se vend pas parce que ça ne dépasse pas l'étape du pilote. Et je le remercie d'autant plus qu'il a bien voulu prendre le temps de répondre directement à mes questions pour cette vidéo en particulier, et de savoir faire preuve d'une qualité que n'ont pas les bonimenteurs de plateau, dire parfois « bah ça je sais pas, on verra, c'est trop tôt, il faudrait creuser ». Il y a un delta qui est hyper intéressant à analyser, c'est pourquoi est-ce que d'un côté on a ce truc qui est vraiment techniquement difficile, de faire du bipédisme, de faire de la coordination motrice et tout. Je veux dire, le choix de l'humanoïde n'est pas du tout évident en fait. Mais c'est la même chose avec l'IA. C'est la même chose avec l'IA, tu vois. Genre aujourd'hui, alors, on a commencé à avoir des rapports qui s'amoncellent pour nous montrer que non seulement le gain de productivité est complètement absent, on ne sait pas, on sait toujours pas. On arrive quand même dans la 4e année de l'IA, tu vois. Mais en même temps, il y a une adoption massive, quoi. Je veux dire, ce paradoxe, c'est complètement gueudin de dire 90% des boîtes françaises, je sais pas quoi, du tertiaire vont adopter l'IA. 80% ne comprennent pas à quoi ça sert, c'est du pur récit en fait. Mais ça, il faut, enfin, tu vois, c'est pour ça que c'est cool de faire des bouquins sur la critique politique des imaginaires, parce que aujourd'hui, une partie du monde est gouvernée par des purs imaginaires. On est quand même tellement séparés de la réalité factuelle de ces trucs que des imaginaires font tourner le monde, je veux dire plus que jamais, mais des imaginaires industriels, c'est ça qui est bizarre, tu vois. Moi, je me remets pas, quoi. Là-dedans, il y a quand même des choses qu'on peut analyser. Notamment ce fameux secteur des androïdes en plein boom. Vous savez combien ils en ont vendu en 2025 ? 14 000. Pas millions, pas milliards, 14 500 pour être précis. Vous vous rendez compte que c'est pas beaucoup de robots quand même. Encore une fois, ça, c'est maintenant. Ça veut dire que faut peut-être s'hydrater, mais ça veut pas dire que ça va pas exploser. Goldman Sachs estime par exemple qu'à ce rythme d'ici 2035, le marché passerait de 3 milliards de dollars actuellement à potentiellement 38 avec 1,4 million d'unités. C'est plus. À ce rythme, rien ne garantit non plus que ce soit le cas. De même, en l'état, on peut se demander, la tech, elle en est où concrètement là, tout de suite? Et en vrai, c'est compliqué de trier le bon grain de livret avec toutes ces démos où en fait, c'est piloté quand ça les arrange, c'est tout mis en scène. I'm Han, the greatest robot ever made. All right. By the greatest robotics company ever made, Hanson Robotics. He's the most modest robot ever made too. Bon, on a vu, Sophia, c'était pas du tout ce dont ça avait l'air, mais c'est vrai, ça commence à remonter, alors mettons-nous à la page, je vous en présente un tout neuf, Monsieur Anderson. Je sais, à première vue, comparé aux attentes qu'a créé l'imaginaire de la science-fiction, on pourrait facilement se laisser emporter par la déception Kojipunk en se disant « Qu'est-ce que c'est que ce sac à patates de merde ?» Ne soyons pas comme ça. On n'est pas dans un jeu vidéo. Neo est un vrai androïde, dans la vraie vie, donc soumis à tout un tas de contraintes matérielles, de design, de coûts, d'optimisation, auxquelles échappe la fiction. Mais lui au moins, il existe. Et ça, c'est pas rien. Bravo Neo. Crush it. It's a walnut. Chose un peu rigolote, une partie des journaux qui buzzent sur ce genre de reportage, maintenant ils jouent beaucoup moins le jeu, voire ils misent sur une forme d'ironie, on dirait qu'ils se foutent un peu de sa gueule. And that took 5 minutes. Ça me fait même un peu de peine pour ce pauvre Neo, avant que j'arrête de projeter sur cette merde sous prétexte qu'elle a vaguement un visage choupi et que je me souvienne que c'est juste un gadget. C'est comme, vous voyez, Wall-E, du film Wall-E. Il est trop mignon. Au fond, c'est un personnage, une personne à laquelle on s'attache. Si dans le film, quelqu'un lui pétait la gueule à coups de marteau, vous auriez été dévasté. Alors que là, on s'en bat les couilles, parce que c'est pas Wall-E ça, c'est un jouet qui imite Wall-E. Je vous rassure, je vais pas le faire, déjà c'est un cadeau, et ça ferait quand même bizarre. Pourquoi ce genre de scène, c'est violent dans une œuvre de science-fiction ? Parce que dans la diégèse a été établi comme postulat aux yeux du spectateur que ces machines étaient des personnes, faute de meilleurs mots, elle les a humanisées, là encore, faute de meilleurs mots, elle nous a mis face à une altérité à la fois radicalement différente et si semblable. On se retrouve donc en empathie, témoin d'une violence perpétrée par des gens qui leur dénient cette qualité, qui les, faute de meilleurs mots, déshumanise.
C'est un exercice de pensée spéculatif sur notre rapport à l'autre, sur des futurs ou des réalités potentielles qui renvoient également à une réalité matérielle, à l'injustice, à l'oppression, puisque ça évoque consciemment ou non des phénomènes de déshumanisation qui existent comme, au hasard, le racisme, mais pas que, et qui, étrangement, semblent moins poser problème à beaucoup de techno-enthousiastes qui rêvent de robots humains. À ce sujet, Sophia, qu'est-ce qu'elle devient ? Et figurez-vous qu'en 2017, elle a accompli quelque chose d'historique. Les mauvaises langues diront son dernier gros coup de com', et pas des moindres, c'est vrai, Sophia est officiellement le premier robot à avoir obtenu une citoyenneté. C'est, et ce sera pour toujours, un jalon inscrit dans la grande aventure du progrès. Bon, ça soulève quelques petites questions quand même, des questions comme qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir en foutre ? Je le répète, c'est un chatbot dans un automate. Qu'est-ce que ça veut putain de dire qu'elle soit citoyenne d'un vrai pays ? L'Arabie Saoudite ? Oui, là j'aimerais que tout le monde prenne quelques secondes pour apprécier le niveau d'ironie dystopique. Le premier robot, la première gynoïde qui plus est à acquérir une citoyenneté, se l'est vu délivré par une théocratie qui bafoue les droits humains et tout spécialement celui des femmes. Tout ça pour une stratégie de com qui consiste à se refaire une image de modernité, pas progressiste, surtout pas trop, mais futuriste. Le même pays qui a décidé de miser alors à fond sur les voitures autopilotées avant de donner le droit aux meufs d'en conduire. Donc revenons à ce qu'on disait sur l'ASF. En gros, toutes ces grandes phrases pour dire des choses qui peuvent paraître une évidence sur le papier pour à peu près tout le monde. Et pourtant, face aux androïdes réels, qu'on en ait conscience ou non, on ne peut pas complètement empêcher cet imaginaire de faire effet sur nous. Et le marketing le sait très bien. Contrairement à vos personnages de Silicium préférés, Neo n'a rien à voir avec une personne robotique ou non. Enfin, rien à voir avec une personne... Vous le voyez venir ? Everything I saw Neo do was guided by a skilled pilot. Teleportation is essentially when there is a human in the loop. And who is the voice I'm hearing right now of Neo? I am a remote operator in a different room in the building. Et oui, ce machin est encore plus Kojipunk qu'il en a l'air. Il y a littéralement un type qui le contrôle à distance et s'incruste dans ton chez-toi. Tout ça pour pas être capable de t'amener une bière en moins d'un quart d'heure sans rien casser. Limite technique qui pourrait pourtant être dépassée aisément par une technologie révolutionnaire brevetée sous le nom « bouger son vieux derche et arrêter de vouloir constamment se faire servir par quelqu'un ». Hey Neo, can you take this cup to the sink for me? Finally, a robot for dirtbags. Hey Neo, can you take this cup and can you pay my child support? Ce qui ne concerne pas, évidemment, des gens qui, pour X raisons, n'auraient pas la possibilité de le faire et qui ont besoin d'assistance. Là, d'accord, dans cet usage précis, est-ce que les robots humains pourraient pas être une super avancée ? C'est d'ailleurs des fonctions qui reviennent constamment dans les argumentaires de la tech pour justifier que c'est pas juste de la com. Employer des robots d'assistance auprès des personnes ayant certains handicaps, mais aussi des enfants ou des personnes âgées. Ce qui, si on les écoute, justifie également le choix d'un aspect humanoïde pour faciliter le contact humain. A disabled man on a scooter encounters a robot that he says is repeatedly cutting him off. Oh my God. Then the man and robot collide. Bumper cars with a robot in 2025. It's timely, objectively funny, but also concerning. Alors, si vous voulez, mais je suis pas sûr que ce soit l'argument que vous pensez. Parce que ce que cette industrie est en train de nous vendre là, explicitement, c'est un monde où on pourra confier les personnes non valides, l'éducation de nos gosses ou le soin de nos anciens à des simulacres de personnes. Ah non, mais c'est la suite logique de nos choix de société. Vous nous proposez de nous en débarrasser encore plus en les foutant face à des faux gens. Do you use ChatGPT when raising your baby? I cannot imagine having gone through figuring out how to raise a newborn without ChatGPT. Clearly, people did it for a long time, no problem. Yes. Vous nous proposez l'automatisation du care. Vous nous proposez cash
avec un grand sourire Colgate, la dystopie. Et on devrait vous payer pour ça, plutôt que, je sais pas, des soignants ou des services publics. Si d'aventure ça prend à des mamies zinzins de déglinguer vos merdes avec leur déambulateur, faudra pas s'étonner. Et moi je monte une cagnotte pour remplacer le déambulateur. Et quand bien même ce projet de mauvais roman cyberpunk, il reste soumis aux capacités réelles de ces machines. So to summarize, we all expected a robot that would make our lives easier, but instead we got this thing that can't crack a walnut, loads the dishwasher like a drunk frat guy. Also, it's not a robot, it's some guy. Ouais, Neo, on a vu que c'était pas encore ça, hein, ou pour employer du jargon cybernétique, c'est nul à yesh, pour l'instant. Et oui, parce que, encore une fois, ces créateurs ont conscience de l'état de leur bébé, mais ils promettent que ce n'est qu'un début. Comme d'hab, que la technologie ne va faire que s'améliorer exponentiellement, promis, comme d'hab, que justement en acceptant qu'un pilote promène son prototype dans votre intimité, il va apprendre grâce à vous. Et ça va, à terme, remplir ses promesses. Vous allez voir, vous aurez des robots autonomes à la maison. Le futur est pour demain, et comme vous le savez, demain, on rase gratis. Peut-être que cette fois, c'est vrai, mais c'est quand même, encore une fois, toujours la même chose. Qu'on essaie de nous convaincre que ça va être comme dans la science-fiction, que ce soit le soulèvement des machines ou Star Trek, l'enjeu crucial là-dedans, c'est nous convaincre d'une inévitabilité. Que vous trouviez ça désirable, effrayant ou un peu des deux, vous devez penser que dans le futur, il y aura des robots humanoïdes. Parce que, vous le savez, c'est à ça que ça ressemble le futur. N'essayez pas d'en imaginer d'autres, encore moins de penser aux problèmes du présent. Resistance is futile. Ça reste des promesses constamment repoussées, mais c'est pas important pour les gens qui vous les vendent. Dans un capitalisme financiarisé, la valeur de ces trucs n'est, comme la SF, que spéculative. C'est même mieux si c'est constamment repoussé, parce que ça entretient la hype sans jamais avoir à percuter le mur du réel. C'est un horizon, une vitrine, celle où est marqué « Demain, on rase gratis » dans une jolie police futuriste. Chez les Shadok, la situation est satisfaisante. Les essais de fusée continuent à très bien rater. Car c'était un des principes de base de la logique Shadok. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. C'est du bon sens. On n'arrête pas le progrès. Alors, autant acheter dès maintenant des parts dans la dystopie. Et comme ça reste constamment à l'état de promesse, résultat, on a la dystopie sans les trucs cool. Et encore, les trucs cool, tirer sur Neo, c'est un peu tirer sur une ambulance, hein, une ambulance qui sert à rien et aide absolument personne, hein, mais admettons que ce soit qu'un énième gadget de tech bro dont le seul but est de survaloriser leur start-up en misant sur un avenir de mauvais SF. C'est pas forcément représentatif de toute l'industrie. Prenez nos robots kung-fu là, même si vous n'êtes pas à un moment particulièrement chinois de votre vie, comme disent les jeunes, ça paraît pas déconnant de dire que leur économie fonctionne pas sur les mêmes schémas que celle de la Silicon Valley. Déjà, force est de constater que ça a une sacrée gueule. Techniquement, c'est très fort. Et derrière ce qui sert effectivement de vitrine, on peut lire ici et là qu'il y a dans l'arrière-boutique un véritable enjeu matériel de domination du marché et de renouvellement de leur appareil industriel vieillissant. Même là, qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement pour autant ? Cette démonstration, aussi impressionnante soit-elle, reste une chorégraphie par exemple. Elle repose sans doute essentiellement sur de la programmation et ne dit rien d'une quelconque autonomie sur d'autres tâches. Est-ce qu'on est censé en déduire que les androïdes autonomes, c'est bon, on y vient ? Est-ce que ça permet vraiment d'affirmer qu'on est aussi proche du but qu'on aimerait le croire ? Que tout ça n'est pas le produit de formes d'emballement dans la concurrence technologique, ce qui est très documenté dans l'industrie chinoise et dont ils ont parfaitement conscience ? Pire, qu'il n'y aurait pas, comme le risque plane sur beaucoup d'autres domaines, notamment l'IA, de limites structurelles, difficiles, voire impossibles à dépasser. Vous savez, ces mêmes limites auxquelles la science-fiction n'est pas soumise. Celles qui font que, malgré un joli enrobage scientifique, on ne pourra jamais faire Jurassic Park le parc autrement que dans Jurassic Park le film. Oui, désolé, a priori c'est pas trop possible de faire ce qu'ils font, l'ADN de dinosaures est juste pas conservé comme ça. Je vous laisse le temps d'encaisser et de vous rappeler que le propos du film c'était
de ne pas faire ça. À la Gundam Factory de Yokohama, je sais pas si vous savez, mais il y a quelque chose qui déchire. Un RX-78F00 taille réelle qui bouge devant le front de mer, c'est mortel. Il y a aussi un petit truc plus discret à l'entrée, un panneau où un certain Yoshiyuki Tomino, le créateur de Gundam, s'excuse que ça puisse pas être un vrai. Nous voulions vraiment fabriquer un Gundam de cette taille capable de marcher, mais nous n'avons pas pu aller au-delà de ce que vous voyez ici. J'en suis profondément désolée. J'aimerais que vous regardiez ce Gundam en imaginant les nombreux problèmes que cela nécessiterait de résoudre. Je trouve ça si adorable et si parlant. Oui, c'est un gros jouet qui fait lentement sa majestueuse chorégraphie arrimée à un socle qu'ils ont déguisé en rampe de lancement. C'est génial. Mais faire un vrai mecha, c'est tout à fait autre chose. Surtout, et ça c'est un problème beaucoup plus général, un point fondamental qu'on n'a pas trop abordé jusque-là et auquel il va bien falloir faire face. Pourquoi ? Pourquoi faire des robots humanoïdes ? Non mais je vous pose la question, à vous, et pas pour faire de l'engagement dans les commentaires, là pas de ça entre nous, je vous pose vraiment la question. En fait, c'est comme si on avait renoncé à avoir autre chose que la dystopie, mais au moins, pitié, qu'on ait un lot de consolation, donnez-nous en contrepartie les éléments qui font que dans la SF, au moins, ça a un peu de gueule, quoi. Là, ça fait de la peine. Non seulement on a jeté le bébé, mais on a gardé l'eau du bain. Oh no ! Sauf que ces fameux trucs cool qu'on n'a pas, ils sont cool sur le papier, certes, dans l'imaginaire, mais en vrai, Boulet a fait une planche qui résume très bien ça. Il y parle de ce gimmick de films et de séries de SF où, depuis quelques années, on ne sait pas pourquoi, il fout des écrans transparents. Il montre de manière très drôle quelque chose qui saute aux yeux si tu réfléchis 2 secondes. C'est une idée de con. Vraiment, le truc a que des inconvénients évidents et surtout, pourquoi faire ? D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'on n'a pas des écrans transparents. Parce qu'en fait, au fond, on pourrait, ça demande pas une révolution technologique de ouf. Alors pourquoi on en fout partout en science-fiction ? Eh ben juste pour faire science-fiction, ça fait futuriste. C'est un choix visuel assez simple et efficace pour ça, surtout si t'interroges pas le truc et que ça reste une esthétique. D'une certaine façon, à leur échelle, les robots humanoïdes, c'est la même chose. Vous voyez, dans cette vidéo, ce sur quoi on veut attirer votre attention, c'est pas que des androïdes autonomes seraient une mauvaise idée parce que ça risque d'être Terminator, la SF nous avait pourtant prévenu, ou que créer des formes de vie intelligentes artificielles poserait d'énormes problématiques morales et éthiques. Non, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est pas tant une mauvaise idée qu'une fausse bonne idée. Au sens où l'imaginaire nous a habitués à ce que ça ait l'air d'une idée stimulante, tant que ça reste un fantasme. D'autant que là, ce dont on parle, c'est pas réaliser ce fantasme, mais son simulacre. Et au passage, on pourrait décider collectivement que c'est suffisant. On en veut juste parce qu'on trouve ça cool. Mais déjà, ça vaudrait le coup d'interroger ce fantasme d'avoir des esclaves à forme humaine qui consentent à tout ce qu'on leur impose. Do you want to have sex? Et même, à ce moment-là, faut qu'on commence à être honnête sur le fait que ça n'a pas d'autre intérêt. Là, le débat serait entièrement différent. Parce que sinon, vraiment, pourquoi ? Le problème, c'est que ces fausses bonnes idées, comme leur nom l'indique, elles ont des conséquences concrètes. Demandez aux dizaines de milliers d'esclaves modernes morts sur le chantier de The Line, tout ça parce que certains ont fantasmé sur une connerie solarpunk ou haché complètement débile qui n'aura même pas le mérite d'avoir vu le jour. Il y a un réflexe que les gens ont, notamment à cause de la SF, quand ils voient des robots humanoïdes performants comme ceux de Boston Dynamics. C'est de se dire, pour l'instant, c'est rigolo, mais vous allez voir, quand ils vont pas tarder à leur foutre des mitrailleuses entre les mains. La voilà, la vraie nature de son rêve. Qu'est-ce que c'est ? À l'origine, c'était une automotive à vapeur conçue pour labourer les champs. Aujourd'hui, c'est une machine de mort. C'est une réaction assez lucide sur le fonctionnement du complexe militaro-industriel, mais même pas en fait. Je vous rassure, c'est probablement pas des T-800 qui vont venir vous tuer en bout de chaîne. Pas plus que c'est des automates de Vaucanson qui ont réprimé des révoltes. Ce sera sans doute des trucs moins stylés.
quel est le réel intérêt d'un androïde sur un théâtre d'opération qui justifierait un tel coût, le dépassement de telles contraintes techniques, de tels investissements en recherche et développement ? La guerre, c'est typiquement pas un domaine où tu peux te permettre de te laisser avoir par des trucs pas optimisés. Ce fameux complexe militaro-industriel, une fois le rideau tombé sur les petites démos tape à l'œil, il redevient pragmatique, vite fait, bien fait. Et là, le sujet, c'est que ces humanoïdes, leur rôle, tout le monde le dit, c'est de la com, pour vendre du vent. Et surtout, pour vendre d'autres trucs. De moins sexy, de moins SF. D'attirer les investissements et justifier des coûts de recherche et développement qui ne vont pas déboucher sur cette petite carotte qui titille notre fibre pop. Tenez, là, on nous a sorti des articles tartinés de Terminator pour parler de l'envoi de prototypes Android en Ukraine. Qui, à part une entreprise qui veut faire sa pub, paierait le déploiement de Chappy Wish à plusieurs millions qui vont se faire arracher par le premier mercenaire avec un lance-roquette ? Qu'est-ce qui justifierait plus leur coût par rapport à des soldats sous-payés ? D'ailleurs, quelques temps avant, avait déjà été médiatisé à peu près sur le même ton un robot ayant tenu un secteur tout seul pendant des mois. C'est sans doute un peu enrobé de storytelling, cette bonne guerre, mais ça s'est vraiment passé. Sauf que, regardez à quoi il ressemble le robot en question. Ça d'accord, c'est efficace. Un T-800 avec sa tête de squelette démoniaque, ça fait hyper peur à l'écran, mais cette forme humanoïde, elle présente plein de défauts à surmonter, sans jamais être la forme optimale pour aucune fonction. Par rapport à, des drones, des bons vieux missiles boostés à l'IA, nettement moins chers, plus efficaces. It's an Iranian Shahed drone. They're cheap, mass-produced, packed with explosives, and sent on one-way missions. Et ça, c'est valable dans bien d'autres domaines. Regardez cet androïde qui bosse sur une chaîne de montage. Il s'en sort bien, c'est un bon début, mais par rapport à une chaîne de montage automatisée. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, le seul argument, c'est de faire des robots qui peuvent remplir les mêmes fonctions qu'un humain dans un environnement conçu pour les humains. Bon, ce qui est plus une rustine en attendant de renouveler l'appareil de production avec des infrastructures robotisées qu'une véritable vision du futur. Et est-ce qu'un jour ça vaudra vraiment plus le coup que des humains déjà adaptés à cet environnement, qu'on a plein d'autres moyens de rendre pas cher et corvéable à merci, et dont les menacer d'être remplacés par des machines a toujours été un des plus efficaces ? Dans un monde où le travail mal payé est abondant, rien ne pousse à économiser la main-d'œuvre. Des améliorations des processus de travail dans d'autres secteurs suppriment des employés qui, parce qu'ils doivent travailler pour vivre, sont réorientés vers des emplois mal payés et peu qualifiés. Cet excès de travail disponible crée une compétition intense pour des emplois autrement peu désirables, gardant les salaires bas. Donc oui, ça me fait pas plus plaisir qu'à vous, les robots humanoïdes, c'est trop cool, dans la SF. Mais si on continue à nous la vendre comme ça au premier degré et pas dans ce qu'elle raconte au fond, on se condamne à des idées de merde. Parce que, pardon, vraiment, pardon, mais les voitures volantes aussi, c'est une idée de merde. Les sabres laser, c'est une idée de merde. La téléportation, les sphères de Dyson, terraformer Mars, c'est des idées de merde. Mais la dystopie, elle, on en aura toujours plus. Le futur est bien parti pour être des guerres sans fin, mais pas avec des mechas. Je suis désolé d'être cette personne. Du coup, sans vouloir abuser, est-ce qu'on peut commencer à essayer de trouver des moyens cool de s'éviter un tel futur ? Pour finir, je vais laisser la parole à l'auteur de SF préféré de Elon Musk, Ian Banks, créateur de l'univers de The Culture. Une utopie anarchiste futuriste, faite de vaisseaux-mondes gérés par de super IA planificatrices, où vivent ensemble et sans frontières, humains, aliens et synthétiques, même si, manifestement, son plus grand fan ne l'a pas retenu comme ça. J'invente tous ces trucs au fil de l'eau. Ça n'existe pas et je ne me fais pas d'illusions. Je donne juste mon point de vue sur tout ça. Je ne suis pas convaincue que l'humanité soit capable de devenir la culture parce que je pense que les gens de la culture sont juste trop gentils. Ils altèrent leur héritage génétique pour se rendre relativement plus sains et rationnels, pas les connards génocidaires et meurtriers qu'on semble être la moitié du temps. Mais je pense pas que les gens aient besoin d'une société comme la culture pour vivre. Le propos, c'est que l'humanité peut trouver son propre salut, pas nécessairement en se reposant sur des machines. C'est même un peu triste si c'est notre seule vraie forme de progrès.
Si ça vous a plu, Koji Punk, comment le monde est devenu une dystopie discount, est disponible en librairie. Là, il s'agissait d'un développement sur à peine quelques petites sous-parties, mais ça parle de mille autres choses, de fin du monde qui n'en finit jamais, du futuroscope, d'espaces liminaux, de l'effet Bonaldi, des SCP, de jetpack, de management, d'air d'autoroute, de fantômes qui hantent le cyberespace. Bref, si vous avez le sentiment que la dystopie paraît étrangement familière, mais que quelque chose cloche, ce bouquin est fait pour vous. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur KissKissBankBank ou Tipeee. Ce sont les contributions de nos soutiens qui ont permis de créer cette vidéo accessible gratuitement, en toute indépendance, tout en rémunérant correctement les vrais humains derrière. Le coin de bis au montage, Kat à la prod, le fils de pub à l'image et Charlie Hop au décor 3D. Et en attendant la prochaine, restez humains, ça sera déjà pas mal.